On dit qu'un entier naturel P est un nombre premier si P a exactement deux diviseurs distincts. Donc, comme P est divisible par 1 et par P, donc ça suppose que P est différent de 1, bien sûr, et que donc ses seuls diviseurs positifs, c'est 1 et P. Dire qu'un nombre entier naturel x supérieur ou égal à 2 n'est pas premier, ça veut dire qu'on est capable de lui trouver un diviseur D qui est compris entre 2, c'est possible qu'il soit égal à 2, et puis strictement entre lui-même, c'est-à-dire P. 0 et 1 ne sont pas premiers parce que 0 a une infinité de diviseurs, tous les nombres divisent 0, et 1 parce que il a un seul diviseur positif, il n'en a donc pas deux. 2, 3, 5 le sont, et ça c'est évident. Tout entier P supérieur ou égal à 2 admet un diviseur premier, au moins un diviseur premier. Alors, cette propriété que je vais appeler P de K, donc P de K c'est pour K supérieur ou égal à 2, K supérieur ou égal à 2 admet au moins un diviseur premier. Donc 2 par exemple qui est premier, ben, on peut dire qu'il admet un diviseur premier. Donc supposons que P de K soit vrai, on va faire une récurrence forte, c'est-à-dire pour tout K compris entre 2 et n. Et donc on arrive avec n plus 1, qu'est-ce qui peut arriver? Ben, soit n plus 1 est premier, auquel cas il est divisible par un nombre premier, c'est lui-même, soit il n'est pas premier. Et s'il n'est pas premier, je vais trouver A qui sera compris entre 2 et P, et A divise P plus 1. Et donc je peux lui appliquer la propriété P de A et dire que je vais trouver P premier, alors je vais l'appeler Q premier, qui divise A. Donc Q premier divise A divise P plus 1, donc Q divise P plus 1. Et donc j'aurais trouvé un nombre premier Q qui divise P plus 1, et donc la propriété est vraie, là on voit P plus 1. Alors c'est une récurrence forte qu'on a fait là, d'accord? Et donc qui nous permet de conclure que la propriété est vraie pour tout cas. Donc tout entier P supérieur ou égal à 2 admet au moins un diviseur premier. Si un nombre premier P ne divise pas N, alors P et N sont premiers entre eux. Eh bien, oui, parce que si un nombre D divise P et N, il divise P, un entier naturel, s'il divise P et N, il divise P, donc c'est soit 1, et si c'est pas 1, c'est P, d'accord? Mais P ne divise pas N, donc l'entier D qui divise P et N, c'est forcément 1. Donc les seuls entiers naturels qui divisent P et N, c'est 1. Donc le PGCD est égal à 1. Si P premier divise le produit des AI, alors P divise l'un des AI. Là, il faut faire une récurrence sur N. À partir de N égale 1. Si P divise A1, ben alors P divise A1. Oui, bon, d'accord. On va le faire quand même à l'ordre 2. Si P divise A1 A2, c'est-à-dire si P divise AB. Si P divise AB. Est-ce que forcément P divise soit A, soit B? P est premier. Donc, si P ne divise pas A, si P ne divise pas A, si un nombre premier ne divise pas A, alors il est premier. Alors il est premier avec A. Et donc là, j'applique le théorème de Gauss. P est premier avec A, mais P divise AB. Donc P divise B. Et c'est terminé. Donc la propriété est vraie à l'ordre 2. Supposons qu'elle soit vraie, et là c'est une récurrence faible, supposons qu'elle soit vraie à l'ordre n, et regardons ce qui se passe à l'ordre n plus 1, c'est-à-dire supposons que P premier divise pi de 1 à n plus 1 des AI. Alors ça, je peux l'écrire P des AI de 1 à n fois a n plus 1. Et je reviens comme ça à A fois B. P premier qui divise A fois B. Donc soit il divise A et donc il divise l'un des AI parce que c'est mon hypothèse de récurrence.
soit il divise à n plus 1, et là il divise donc l'un des AI aussi. Et donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1, et donc elle est toujours vraie. Donc, si P premier divise un produit de nombres, eh bien il divise l'un des nombres. Si A et B sont deux nombres premiers distincts, alors leur PGCD est égal à 1. Bah, oui, parce que on est ramené au cas précédent, c'est-à-dire A est un nombre premier. Donc, est-ce qu'il peut diviser B, ce nombre premier? Bah non, parce que B, il est premier aussi et il n'est pas égal à A. Donc, ça veut dire que A qui est premier ne divise pas B. P premier ne divise pas B, alors A et B sont premiers entre eux. Voilà. Alors, la deuxième, c'est une propriété qu'on a vue précédemment, c'est-à-dire que si on a A qui est premier avec tous les AI, pour I y compris entre 1 et n, alors A est premier avec le produit des AI. Alors là, tous les AI, ben, je les prends égaux à B. D'accord? Et donc, je dis A et B sont deux nombres premiers distincts. Donc, A et B sont premiers entre eux. A et B sont premiers entre eux. Ben, ça va donc être, quand je prends le produit des AI de 1 à n, puisque tous les AI sont égaux à P, c'est-à-dire que A va être premier avec P puissance n. Alors, c'est pas P que j'ai appelé, c'est B, pardon. P puissance n. Hein, je redis. A et B sont deux nombres premiers distincts, donc on a ça. Et puis j'applique ça n fois, et donc A va être premier avec le produit des B de 1 à n, c'est-à-dire avec B à la puissance n. Voilà. Puis maintenant, je refais ça encore. Je vais dire, puisque B puissance n est premier avec A, et là je prends des AI qui sont tous égaux à A. Et j'applique ça m fois. Alors là c'est m en fait. J'applique ça m fois. Et donc comme P puissance n est premier avec A, le A c'est A, hein, B puissance m, n va être premier avec A2, etc. Mais ils sont tous égaux à AB. Donc si je l'applique m fois, B à la puissance n va être premier. B à la... ouais, c'est A, ils sont tous égaux à A, pardon. B puissance n est premier avec A, qui est A1, si vous voulez. B puissance n est premier avec A, qui est A2, etc. Et j'applique ça m fois. Et donc j'ai B puissance n qui est premier avec A puissance m. Et voilà, c'est gagné. Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2. N est premier si et seulement si il est premier avec tous les entiers k entre 1 et n-1. Démonstration, si n est premier et qu'on prend un entier k entre 1 et n-1 et qu'on appelle d le PGCD de k et de n, alors d divise n, donc d est égal à 1 ou n puisque n est premier. Mais comme on a choisi comme k est entre 1 et n-1, d est différent de n, puisque d est inférieur ou égal à n-1, il est inférieur ou égal à k, donc il est inférieur ou égal à n-1, donc d est égal à 1, donc on a bien ça. Inversement, supposons qu'on a ça et que n n'est pas premier. S'il n'est pas premier, il a un diviseur d, comme ça. Et le PGCD de d et de n, évidemment, c'est d. C'est d qui est supérieur à 1. Et donc là, il y a un problème, puisqu'on a supposé, puisque d, il est entre 1 et n-1, eh bien d, n, le PGCD de d et de n doit être égal à 1.
Donc il y a une contradiction, donc n est bien premier. L'ensemble des nombres premiers est infini, dénombrable, puisque c'est une partie de n, donc il est forcément dénombrable. E est différent du vide, car 2 appartient à E. On suppose qu'il est fini cet ensemble. On considère le produit de tous ces nombres premiers auxquels on rajoute 1. Le produit là est supérieur ou égal à chaque pk. Donc si je mets 1, ça veut dire qu'il sera supérieur à pk, quel que soit k. Bon, si pk divise x, alors comme il divise le produit, il va diviser la différence. Donc il va diviser 1. Ce qui est impossible puisque les pk sont premiers. Donc ça veut dire qu'aucun des pk ne divise le nombre x. Et pourtant, tout nombre entier supérieur à 1, et c'est son cas à lui, est divisible par un nombre premier. Donc ça veut dire qu'on a mal supposé et que l'ensemble des nombres premiers est infini. Résultat qu'avait déjà trouvé Euclide. Propriété, si A supérieur à 1 n'est pas premier, alors il admet un diviseur compris strictement entre 1 et possibilité d'égalité à racine carrée. En fait, ce qu'on veut, c'est que d au carré soit inférieur ou égal à racine de 1. Eh bien, soit d son plus petit diviseur, hein, il appartient à cet intervalle-là. A est égal à d fois d'. D' ne peut pas être égal à 1, sinon on aurait d qui serait égal à A. Il ne peut pas être égal à A, sinon on aurait d qui serait égal à 1. Donc d' appartient aussi à cet intervalle-là. Donc d est inférieur ou égal à d', puisque d est le plus petit dans cet intervalle. Donc du coup, d fois d est inférieur ou égal à d fois d' qui vaut A. Donc d fois d, c'est-à-dire d au carré, est inférieur ou égal à A. Et donc on a bien le résultat. On voit maintenant le crible d'Ératosthène, qui est un moyen de trouver rapidement tous les nombres premiers qui sont inférieurs à un nombre donné, par exemple ici à 100. Et je vais voir comment, à partir du résultat qu'on aura ici, justement entre 1 et 100, on pourrait par exemple, en continuant, faire la même chose jusqu'à 100 au carré, c'est-à-dire 10 000, pour avoir assez rapidement tous les nombres premiers qui sont inférieurs à 10 000. Alors on va rayer à chaque fois qu'on trouve un nombre premier, on raye ses multiples. Hein. D'accord? Et puis on verra par la suite pourquoi on est sûr de les avoir assez rapidement. Bon. 1, je le raye parce que lui, il n'est pas premier par définition. 2 est premier. Alors avec 2, je peux déjà rayer tous ces multiples, c'est-à-dire tous les nombres pairs. Ceux-là ne peuvent pas être premiers parce qu'ils sont tous divisibles par 2. Donc 4, et puis tous ceux qui sont pairs, hein, je raye donc tous ceux qui sont pairs. Voilà. Et voilà. Et puis, le premier qui n'a pas été rayé, ben, il n'est pas multiple de 2, il n'a pas été rayé. Donc lui, il est premier. Et je peux rayer tous ces multiples. Alors ces multiples, ça va être 3 plus 3, 6 qui a déjà été rayé. Mais 9 n'avait pas été rayé. 9 et 3, 12 a été rayé. Donc j'en ai un sur 2. 15, 18, 21. 21, 24, 27. 30, 33. 36, 39. 39, 41. Non, 39 et 3, 42, 45. 45, 45, 48 a été rayé, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 75, 78 qui a été rayé, 80, 84, 87, 87, 90, 93, 96, 99. Voilà. Le premier ici est forcément premier parce qu'il n'a pas été rayé. S'il n'était pas premier, il serait divisible par un nombre premier plus petit que lui. Or, il n'a pas été rayé.
Bon, bah, on supprime tous les multiples de 5 qui sont là. Puis ceux-là, bah, ils ont déjà été rayés parce qu'ils étaient pairs. D'accord? Et j'arrive à 7, qui n'a pas été rayé, ni comme multiple de 2, de 3 et de 5, donc il est forcément premier. Et là, alors, je réfléchis. Je peux commencer, le premier que je vais rayer, c'est 7 fois 7. Parce que 7 fois 2, il a été rayé comme multiple de 2, 7 fois 3 comme multiple de 3, 7 fois 4 comme multiple de 2, 7 fois 5 comme multiple de 5, 7 fois 6 comme multiple de 2, donc 7 fois 7, c'est le premier. 7 fois 7, il est où? 49. 49 et 7, 56 et 7, 63 et 7, 70 et 7, 77 et 7, 84 et 7, 91 et 7, 98. Voilà. Et puis le suivant, ça va être 11. Bon, mais en réalité, tous ceux qui n'ont pas été rayés là sont des nombres premiers. Pourquoi? Parce que imaginons que 73 par exemple ne soit pas un nombre premier. On sait qu'à l'heure, il aura un diviseur inférieur ou égal à sa racine carrée. D'accord? Il aura un diviseur inférieur ou égal à sa racine carrée. Donc il aura un diviseur notamment inférieur à la racine carrée de 100, c'est-à-dire il aura un diviseur là-dedans. D'accord? Je ne parle pas du cas de 1, je parle de diviseur supérieur à 1. Bon, il n'a pas été rayé parce qu'il n'est pas divisible par 2, il n'est pas divisible par 3, il n'est pas divisible par 4, sinon il aurait été divisible par 2, il aurait été rayé, pas divisible par 5, pas divisible par 6, parce qu'il aurait été rayé comme multiple de 2, pas divisible par 7, il n'a pas été rayé, pas divisible par 8, il aurait été rayé comme multiple de 2, pas par 9, il aurait été rayé comme multiple de 3, etc. D'accord? Donc en fait, on s'aperçoit que tous les nombres qui sont ici vont être premiers. Voilà. Et donc en fait, on pourrait continuer ce raisonnement, par exemple, en allant jusqu'à du 1000. Et comme on a ici tous les nombres premiers inférieurs à 100, il suffirait de rayer ensuite tous leurs multiples jusqu'à 10 000. Et d'appliquer le même raisonnement. Et si je raye tout, alors évidemment, il faudra rayer tous les multiples de ceux qui n'ont pas été rayés là, c'est-à-dire y compris, il faut recommencer à 2. Alors là, donc je rajoute, là, tous mes nombres premiers ils sont là, 29 il est premier, 23 il est premier, 31 il est premier, 37 aussi, 47 aussi, 43, 41, 61, j'espère ne pas en oublier, si j'en oublie vous m'excuserez, 79, 73 et 71, voilà, 83, 89, 97, voilà. Bon, là, sur 100 nombres premiers, c'est un petit peu court pour essayer de trouver une logique dans la distribution des nombres premiers, mais en fait, il n'y a pas de logique parce qu'on pourrait montrer des tas de propriétés qui prouvent que, aussi loin qu'on aille, on peut avoir, par exemple, des intervalles aussi grands qu'on veut dans lesquels il n'y a aucun nombre premier. Et puis par contre, on peut avoir à un moment donné un attroupement de nombres premiers. Voilà, j'espère que j'en ai pas oublié. A priori, je regarde une dernière fois. Il me semble pas qu'il y en ait, mais bon. Vous serez indulgent. Ah oui, il y a 53 que j'ai oublié d'entourer quand même. Mais bon, c'est pas très grave. Il était pas rayé de toute façon. Voilà pour le crible d'Ératosthène. Soit A un entier naturel supérieur à 1, Nm des entiers naturels non nuls, A puissance n divise A puissance m équivaut à n inférieur ou égal à n. Bon, c'est évident en fait. A puissance n divise A puissance m implique qu'A puissance n, m est égal à K fois A puissance n. Si n était supérieur à m, et on aurait n égale m plus p avec p supérieur à 0, et donc A puissance m qui serait égal à K fois A puissance n, c'est-à-dire A puissance m, A puissance p. On simplifie par A puissance m et on obtient 1 égale A puissance p fois K, donc K égale A puissance p égale 1, et donc forcément p égale 0 puisque A est supérieur à 1. Donc p égale 0, contradiction, donc n est inférieur
donc n est inférieur ou égal à m. Donc déjà, alors maintenant, si n est inférieur ou égal à m, bah, a puissance m est égal à a puissance n fois a puissance m moins n. M moins n est un entier supérieur ou égal à 0. Et donc a puissance n divise a puissance n. Si x est le produit de 1 à n des PI alpha i, où PI est une famille de nombres premiers 2 à 2 distincts, et les alpha i des familles d'entiers supérieurs ou égal à 1, alors l'ensemble des diviseurs premiers de x est exactement l'ensemble des pk. J'insiste que les pk sont 2 à 2 distincts. Et pour chaque cas, alpha k, l'exposant qu'il y a sur pk, est le plus grand des entiers alpha tels que pk alpha divise x. Alors parfois on parle de valuation, c'est-à-dire alpha k, c'est la valuation de dans x de pk, quoi. Alors la notation, moi je vais peut-être le noter comme ça. Alors p est premier et divise x. Si p est premier divise x, alors p va diviser ce truc là, ce produit là. Donc comme il est premier, il va diviser un des PI alpha i à la puissance alpha i. Et donc là aussi c'est PI fois PI, voilà, alpha i fois. Donc ça divise PI. Et comme il est premier et que lui est premier, P est égal à PI. Et réciproquement, chaque PK divise PK à la puissance alpha K. Donc divise X. Donc l'ensemble des nombres premiers qui divisent X est bien l'ensemble des PK. Maintenant, PK à la puissance alpha K, évidemment, divise X puisqu'il est dans ce produit. Si je prends alpha supérieur ou égal à 1, et i différents de k, alors pi et pk, c'est donc nombres premiers différents, donc ils sont premiers entre eux. Et pk à la puissance alpha k, on l'a démontré, ça va être premier avec pi à la puissance alpha i. Donc, si pk à la puissance alpha divise x, eh bien, forcément, comme il est premier avec chacun de ces trucs-là quand il est différent de k, il va diviser pk à la puissance alpha k. Et donc, alpha devra être inférieur ou égal à alpha k. Et donc, alpha k est bien le plus grand exposant qui convient pour pk, et la propriété est démontrée. Décomposition en produit de facteur premier, décomposition en produit de facteur premier d'un entier x supérieur ou égal à 2. Si il n'est pas premier, il existe un unique n appartenant à n étoiles, une unique famille pk de nombres premiers 2 à 2 distincts et une unique famille alpha k d'entiers supérieurs ou égal à 1, tel que x est égal à ce produit. C'est cette écriture qu'on appelle la décomposition en produit de facteur premier de l'entier x. N est forcément égal au cardinal de l'ensemble des nombres premiers qui divisent x, ce qu'on a appelé dx de p, ou dp de x. Et cet ensemble est égal à l'ensemble des pk, k compris entre 1 et n. En fait, les pk qui sont là, c'est exactement les pk qui divisent les nombres premiers qui divisent x. Et pour chaque k, alpha k est le plus grand des alphas, tel que pk de la puissance alpha divise x. Si x est premier, on dira que x égale x puissance 1 est la décomposition en produit de facteur premier de x. D'accord ? Et à ce moment-là, évidemment, l'unique nombre premier qui divise x, c'est x. Alors l'unicité, en fait, a déjà été démontrée. Parce qu'on a déjà prouvé que quand on avait cette écriture, eh bien, l'ensemble des nombres premiers qui divisaient x était exactement les pk. Donc il n'y a pas le choix. Ça démontre, ça prouve l'unicité de n. N, c'est le cardinal de l'ensemble des diviseurs premiers de x, d'accord ? Et puis cet ensemble, c'est exactement le pk. Donc les pk, ils sont déterminés par cet ensemble, et donc ils sont uniques. Et pour chaque cas, on a vu que alpha k était le plus grand des alphas tels que pk à la puissance alpha divise x, donc tout est prouvé.
Alors, ce qu'il nous reste à démontrer, c'est l'existence. Bon, c'est vrai, 2 qui est premier, ben, il y a une décomposition, 3 aussi, 4 égale 2 fois 2 aussi, bref. Supposons donc supposons que la propriété soit vraie pour tout cas supérieur ou égal à 2, inférieur ou égal à x, c'est-à-dire qu'on fait une récurrence forte. Et considérons x plus 1, soit il est premier, on a terminé, il a une décomposition en produit de facteur premier qui est lui-même, sinon il peut s'écrire comme un produit avec, il est divisible par un nombre premier p, je veux dire, premier, et a est compris entre 2 et x, c'est-à-dire inférieur strictement à x plus 1. À ce moment-là, on applique l'hypothèse de récurrence à P de A, et donc on a A qui est égal à pi de 1 à n de PI à la puissance alpha i. Et x est égal à PA, donc P fois ça. Alors après, ben, si P est différent de chacun des PI, ben on va rajouter, on va dire que ça fait le produit de 1 à n plus 1 des PI à la puissance alpha i, en posant que Pn plus 1 ben, c'est P et que alpha n plus 1 c'est 1. Et puis sinon, si P est un des PI, bah, il y a un des alpha i à ce moment-là qui va changer, hein, et qui va, on va remplacer alpha i par alpha i plus 1. Et donc on aura de toute façon dans tous ces cas, on aura exactement le résultat qu'on voulait avoir, c'est-à-dire une décomposition unique pour chaque nombre entier supérieur ou égal à 2, une décomposition en produit de facteur premier unique, donc je le rappelle, une décomposition de ce type, avec les pk qui sont exactement, qui sont 2 à 2 distincts et qui forment l'ensemble des nombres premiers qui divisent x, chacun affublé d'un exposant supérieur ou égal à 1 et maximal, c'est-à-dire pour que pk à la puissance alpha divise x. Soit x, y, deux entiers naturels supérieurs ou égaux à 2, et bien x divise y si et seulement si l'ensemble des diviseurs premiers de x est inclus dans l'ensemble des diviseurs premiers de y. Et quel que soit d appartenant, quel que soit d un diviseur premier de x, l'exposant qu'on trouve sur d dans la décomposition en facteur premier de x, qu'on peut appeler l'évaluation de d, est inférieure ou égale à celle que l'on trouve dans la décomposition en produit de facteur premier de y. Démonstration, bien si a est un nombre premier qui divise x, alors a divise y, bah oui forcément si a divise x comme x divise y, a divise y, donc le nombre premier qui divise x se retrouve dans le nombre premier, dans l'ensemble des nombres premiers qui divisent y. Donc on a bien cette inclusion. Et d'autre part, si d appartient à cet ensemble-là, donc à celui-là, et si d puissance alpha divise y, alors on a vu que alpha est inférieur ou égal à la valuation de d dans y. Ce qui correspond, donc, comme d à la puissance, sa valuation dans la décomposition en produit de facteur premier de x, va être, c'est-à-dire la valuation de d dans x, va donc être inférieure ou égale à la valuation de d dans y, puisque d à la puissance, la valuation de d dans x, divise x et donc divise y. Alors, la réciproque, si x est de la forme, si sa décomposition en produit de facteur premier est comme ça, puisque dp de x est inclus dans dp de y, ça veut dire que cet ensemble-là va être dans dp de y. Ça veut dire que les pays qui sont dans la décomposition en produit de facteur premier de x se retrouvent dans celle de y. Donc je vais appeler bêta i la valuation de PI dans la décomposition en produit de facteur premier de y. Et donc elle est forcément supérieure ou égale à alpha i parce qu'on a supposé ça. D'accord? Donc le y, il va être égal au produit
de 1 à n des PI à la puissance bêta i, multiplié par un certain lambda, parce que lui, il a peut-être, dans sa décomposition, il a peut-être d'autres facteurs premiers. Lambda peut très bien être égal à 1. Bon, mais ce qui est certain, c'est que comme bêta i est supérieur ou égal à alpha i, je peux écrire ça comme étant pi à la puissance alpha i multiplié par pi à la puissance bêta i moins alpha i. Alors, le produit de 1 à n des pi à la puissance alpha i, bah, c'est x. Et donc, j'obtiens bien que y est un multiple de x, donc que x divise y. Propriété suivante, xy supérieur ou égal à 2, et on considère leur décomposition en produit de facteurs premiers, et en fait on va un peu réunir les décompositions, en tout cas on réunit les diviseurs premiers qu'il y a dans la les diviseurs premiers de x et les diviseurs premiers de y. Voilà, d'accord. Alors parmi tous ces nombres, il y en a qui sont que des diviseurs premiers de x et d'autres qui sont que des nombres premiers diviseurs de y. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit la décomposition de x sous cette forme-là, quitte à mettre des zéros sur les PI qui ne sont pas dans la décomposition de x, et des zéros pour bêta i, pour les PI qui ne sont pas dans la décomposition de y. Voilà. Donc, quel que soit i, on note ui le plus petit des alpha i bêta i et vi le plus grand. Donc, forcément, pour tout i, on aura ui plus vi qui sera égal à alpha i plus bêta i. Alors, si je considère d égale pi de 1 à n des pi à la puissance ui, eh bien, c'est un nombre qui divise x et y. Alors, pourquoi est-ce qu'il divise x? Parce que ui est toujours plus petit que alpha i. Hein, donc, pi à la puissance ui divise pi à la puissance alpha i, et donc le produit de 1 à n pareil. Et c'est pareil pour y, puisque ui est aussi inférieur ou égal à bêta i. Alors maintenant, si je prends un pi de 1 à n des pi à la puissance oméga i qui divise x et y, oui, alors, parce que les diviseurs de x, les diviseurs de x et y, les diviseurs premiers de x, y, de toute façon, ils vont être là-dedans. D'accord? Donc, forcément, c'est les pi. Donc, si qui divise x et y, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que oméga i devra être inférieur ou égal à alpha i et aussi à bêta i. D'accord? Donc, il devra être inférieur ou égal au plus petit. Et donc, en fait, on s'aperçoit que le plus grand diviseur possible, c'est bien celui-là. D'accord? Donc, le PGCD de x et y, hein, donc D, c'est le PGCD de x et y. Alors on sait que PPCM fois D est égal à XY, donc quand on remplace là-dedans, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que le produit des PI, alors le produit, alors PPCM on ne le connaît pas, PPCM on ne le connaît pas, il va être multiplié par le produit par D, c'est-à-dire de 1 à n des pi à la puissance ui, et il faut que ça soit égal au produit des pi à la puissance xi fois le produit des pi à la puissance bêta i. Mais si je les rassemble, ça fait alpha i plus bêta i. D'accord? Et alpha i plus bêta i, ça fait ui plus vi. D'accord? Et donc quand je simplifie les ui des deux côtés, ça implique que le PPCM est bien égal à ça. En conclusion, si x et y sont deux entiers naturels supérieurs ou égaux à 2, donnés avec leur décomposition en produit de facteurs premiers, on obtient la décomposition en produit de facteurs premiers du PGCD de xy en considérant les diviseurs premiers communs aux deux décompositions en produit de facteurs premiers, chacun ayant pour valuation la plus petite des deux valuations qu'il y a dans les décompositions en produit de facteurs premiers de x et y. C'est exactement ce qu'on a ici, D. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, le UI en question, il est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire qu'il peut être égal à 0. C'est-à-dire que dans la décomposition de D,
on peut avoir, on peut très bien ne pas avoir un pays qui est dans la décomposition, par exemple, de Y, qui serait dans la décomposition de Y, mais qui ne serait pas dans la décomposition de X. Dans ce cas-là, évidemment, ça fait un exposant qui est égal à 0. Maintenant, si le pays il est dans les deux décompositions, ben, je vois bien que je prends le plus petit des deux exposants. Alors pour le PPCM, ben, c'est l'inverse. Là, je prends tous les exposants. Je suis sûr que UI plus VI, ça me fait... pardon. Je prends tous les exposants, c'est ici. Je suis sûr que VI, lui, il est positif, parce que VI, c'est le sup des alpha I, bêta I. Et il y en a un des deux, alpha I ou bêta I, qui n'est pas nul. Donc là, je suis sûr que l'exposant est supérieur à 0. Et l'exposant, c'est le plus grand des deux. C'est le plus grand de alpha I, bêta I. Donc on obtient la décomposition en produit de facteur premier du PPCM en prenant tous les diviseurs premiers de XY, chacun ayant pour valuation la plus grande des deux valuations qu'il a dans les décompositions en produit de facteur premier de XY. Alors je finis par un exemple de x égale 2 puissance 3 fois 3 puissance 4 fois 5 au carré, y égale 3 au cube fois 5 puissance 4 fois 7. Alors là, quels sont les facteurs premiers? Alors les facteurs premiers qui sont en commun, hein, parce que c'est ça qui va m'intéresser pour le PGCD. Alors il n'y a pas 2, mais il y a 3 et il y a 5. Alors maintenant, je regarde pour 3, je prends le plus petit des deux exposants. Donc je prends 3 pour 3. Et pour 5, je prends le plus petit, ben je prends 2. Voilà. Et puis pour l'autre, pour le PPCM, eh bien je les prends tous. Et donc à chaque fois, je prends le plus grand. Donc pour 2, ben, là si vous voulez, c'est comme s'il y avait x2 puissance 0. C'est ce que je racontais tout à l'heure. Donc le plus grand entre 3 et puis 0, bah, c'est 3 évidemment. Entre 4 et 3, bah, c'est 4. Entre 2 et 4, c'est 4. Et puis là, c'est comme si j'avais x7 puissance 0, et donc je vais prendre 7. D'accord? Voilà. Et donc on a terminé, on a vu comment, à partir des décompositions en produit de facteur premier de x et y, on pouvait obtenir celle du PGCD et du PPCM.